Cet invité, c'est le général Dominique Trinquant, l'ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU. Si vous nous suivez sur LCI depuis quelques mois, vous savez qu'il est très souvent sur ce plateau parce qu'il a la compétence pour cela. Monsieur Trinquant, bonjour. Bonjour. À l'instant, on me dit dans l'oreillette que les infrastructures portuaires du port d'Odessa, le grand port de commerce sur la mer Noire, le débouché de l'Ukraine sur la mer Noire, c'est par là que sortait l'essentiel des céréales ukrainiennes, ont été fortement endommagées cette nuit par les tirs de missiles russes qui peut-être viennent en réaction à l'attaque du pont de Crimée tôt hier matin par les Ukrainiens. Alors, reparlons de cette affaire du pont de Crimée tout de même, parce que vous suivez peut-être LCI en dehors du moment où vous venez parler au micro. Vous avez vu qu'hier matin, très tôt, on a eu des images de ce pont donc, qui visiblement avait été attaqué. Or, c'est la deuxième attaque sur ce pont. La première a eu lieu en octobre l'année dernière. Comment se peut-il qu'il soit si vulnérable, ce pont, notamment parce que cette fois-ci, c'était par la mer. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose qui s'est approché suffisamment près de ce pont pour lui causer des dommages sans problème, apparemment. C'est impossible à défendre un pont. Il fait 19 km de long. Ouais, défendre 19 km, c'est extrêmement difficile, surtout quand c'est une... Vous avez un tablier, bien sûr, et des piliers. Ce sont les piliers qui sont fragiles. Donc c'est extrêmement difficile à défendre. Autant le port de Sébastopol, qui est une emprise militaire, oui, avec des filets, avec des dauphins, avec des systèmes d'armes pour le défendre, autant un pont de 19 km, c'est extrêmement difficile. Mais je pense que cette attaque, cette deuxième attaque, vous avez raison, mais qui est moins importante que la première, au passage, montre d'abord la vulnérabilité du système logistique russe. Alors, on a assisté à un truc que j'ai trouvé ubuesque hier. C'était la conférence Zoom ou je ne sais pas quoi du président Poutine avec les responsables locaux. Et en fait, son seul souci, c'était les touristes. Alors, j'ai trouvé ça... peuvent passer pour aller passer leurs vacances Oui, parce qu'en Russie, aller en vacances en Crimée, ça fait partie de la vie. Oui. Et donc, ils vont en Crimée. Mais la Crimée, c'est quand même une zone qui est une zone proche de la zone de guerre. Oui. Donc, ça veut dire qu'en Russie, on fait passer le message de ce que la Crimée est russe, donc il n'y a pas de problème, et il n'y a pas la guerre. Et les gens vont en vacances là-bas, et le président Poutine, pendant toute sa discussion, sauf la fin où il a dit qu'il prendrait des mesures, toute la discussion, c'était permettre le flux logistique pour les touristes. Et ce flux, d'ailleurs, a été rétabli. Exactement. Sur deux voies au lieu de quatre. Voilà. Enfin, ça passe. Mais si vous voulez, dans un pays qui est en guerre, parce que la Russie est en guerre, la Crimée est une zone de guerre, ne faire passer que le seul souci, c'est les touristes, c'est quand même extraordinaire. C'est la psychologie. Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est de l'action psychologique. Oui, mais il faut qu'on se rende compte de cette psychologie des Russes. C'est-à-dire qu'ils considèrent que c'est toujours la Russie et qu'ils vont toujours en vacances pour aller sur les plages là-bas. Jusqu'au moment où ils trouvent, lors de la dernière attaque, il y avait beaucoup de gens qui étaient repartis quand même. Qui s'étaient dit, ça sent un peu le roussi. Il y a eu une deuxième attaque. Enfin, sauf à ce qu'ils prennent des mesures extrêmement strictes pour protéger leur pont, mais vous dites c'est difficile, un pont de 20 km, bon, il peut y en avoir une troisième. Pourquoi pas ? Bien sûr. La première, c'était par les airs. Non, la première, c'était par la terre. C'était un camion qui était passé. Un camion. Là, c'était par la mer. Il y a eu, mais vous avez eu raison, il y a eu une attaque par les airs, d'un drone, mais qui n'a pas fait de dégâts. Donc, la première attaque par la terre a réussi, a fait des dégâts importants. Oui. Des mesures ont été prises pour limiter le trafic, filtrer, etc. La menace par les airs, apparemment, ça n'a pas trop marché. La menace par la mer a fonctionné, moins importante que la première, mais a fonctionné, et pourrait refonctionner, parce que ça va être extrêmement difficile. Il faudrait aller chercher loin. Or, la mer Noire n'est pas un lac russe. Autant la mer d'Azov peut être considérée comme un lac russe. Je rappelle que la mer d'Azov, c'est la partie justement qui est limitée par le détroit de Kerch, et qui est complètement entourée par des rivages qui sont maintenant russes. Autant la mer Noire, il y a une partie turque, il y a une partie ukrainienne, il y a une partie roumaine. Il y a eu même un bateau russe qui a été attaqué près des détroits, donc très très loin de l'Ukraine. Le président Zelensky est allé montrer sur l'île aux serpents qui avait été prise temporairement par les Russes, pour montrer que la souveraineté ukrainienne s'appliquait toujours là. Donc, l'accord qui vient d'être arrêté par le fait des Russes, ça a l'accord céréalier, l'exportation l'accord céréalier, vous avez raison, ça a deux impacts. Le premier, les attaques sur Odessa,
parce que je rappelle que dans cet accord... C'est directement lié, selon vous. Bien sûr, bien sûr, puisque dans l'accord, il devait y avoir sanctuarisation des ports, évidemment, pour sortir les grains. Donc là, ils sont attaqués. Le deuxième point, ça va être liberté. Les Ukrainiens disent qu'ils vont continuer à l'utiliser. Ça veut dire quoi? Est-ce que les Russes vont couler des bateaux céréaliers? C'est la question qu'on peut se poser. Il faut aussi bien voir que des chemins alternatifs ont été créés par l'Union européenne pour passer par la terre ou par les fleuves, voilà. par le Danube en l'occurrence. Alors, c'est quand même assez extraordinaire cette histoire de céréales, parce que en fait cet accord céréalier n'était qu'un accord de contrôle. Les Russes contrôlaient ce qu'il y avait dans les bateaux de céréales pour voir s'il n'y avait pas des armes planquées sous les grains en substance, et ils laissaient passer. Là, maintenant, ils auront le droit, et je pense qu'ils vont sans doute s'en servir, de bloquer les bateaux et de leur dire « vous ne passez pas par le Bosphore ». Alors, ils n'auront pas le droit, mais ils le prendront. Oui. Parce qu'ils n'ont pas le droit, puisque en mer Noire, eau internationale. Deuxième point, il faut rappeler que la flotte russe n'a pas de liberté de mouvement vraiment dans la mer Noire. Depuis que le bateau amiral a été coulé en mer Noire, les Russes se sont reculés. En revanche, ça leur permet de tirer, par exemple, les frappes qui ont eu lieu avec des missiles ont lieu parfois par des sous-marins qui sont dans la mer Noire ou des bateaux qui peuvent tirer de très loin. Donc ils ont cette liberté-là. Mais normalement, ils n'ont pas à interdire. C'est un acte de guerre. Bien sûr. Et donc, il faut bien l'identifier comme tel. Monsieur Trinquant, sur le terrain dans l'est de l'Ukraine, les Ukrainiens disent que les forces russes engagées seraient d'environ 100 000 hommes. Je ne sais pas d'où ils sortent ça. Est-ce que c'est les Américains qui leur ont soufflé suite à des visées satellites? Je ne sais pas. Enfin, supposons qu'il y a 100 000 hommes. Ce qui est sûr, et est-ce que vous le confirmez par vos propres informations, c'est que la contre-attaque des Ukrainiens qui a débuté au mois de juin, objectivement, est enlisée, là, actuellement. Alors moi, je ne dirais pas enlisée, je dirais qu'elle n'avance pas, ce qui n'est pas exactement la même chose. Ouais. Depuis un mois et demi, l'Ukraine attaque sur 3 axes, Zaporijja, Donetsk, Bakhmut. Oui. Et là, elle avance très doucement. Vous parliez des forces russes, il ne faut pas oublier que les forces russes avancent également dans le nord. Donc ils ne sont pas seulement figés, ils avancent un petit peu. Qu'est-ce que les Ukrainiens cherchent à faire? Ils cherchent à trouver l'endroit où ils pourront engager leurs réserves. Parce que les Ukrainiens ont 60 000 hommes en réserve qui sont prêts, équipés avec de l'armement occidental, pour percer les lignes. Le but est de percer la ligne sur un de ces 3 axes et d'arriver derrière la défense russe et de chambouler la défense russe. C'est ça le but. Seulement les Ukrainiens ont un problème de ressources humaines, j'allais dire. Leurs 60 000 hommes, ils ne veulent pas les engager là. Ils ne veulent pas les user parce qu'ils savent qu'ils n'auront pas une deuxième réserve. Oui. Et donc, pour l'instant, ils avancent doucement, avec beaucoup d'artillerie, avec des frappes dans la profondeur, le pont en fait partie, mais aussi des frappes avec des Storm Shadow, peut-être avec des Scalp, peut-être avec des HIMARS. Les Scalp étant les missiles français longue portée. Voilà, qui sont l'équivalent des Storm Shadow. Ouais. Tous ces tirs dans la profondeur qui détruisent les stocks logistiques russes, de façon à ce que l'artillerie russe ait moins d'obus et que les pièces d'artillerie russes soient détruites par l'artillerie ukrainienne. Et à ce moment-là, ça diminue la défense russe et il faut avancer à passer. Le deuxième point, pour passer, il faut déminer. Et là, il faut faire des couloirs, donc du bréchage, des couloirs de déminage, et c'est l'objet de la fourniture des obus de 155 à sous-munitions par les Américains pour essayer de renforcer le déminage de ces zones-là. On n'en est pas là aujourd'hui, et vous et moi, quand on l'apprendra, ça veut dire que les Ukrainiens seront passés. On ne va pas apprendre, tiens, ça y est, ils vont y aller, ils vont passer. J'ai mon attention sur 2 points, Zaporijja et Bakhmut. Pourquoi ? Parce que suite à la mutinerie de Prigojine, il y a des mouvements dans l'armée russe. Et Zaporijja et Bakhmut, les chefs ont été relevés de leur commandement, ce qui naturellement affaiblit la zone. Deuxième point, la zone de Bakhmut est la zone qui n'a pas de défense établie. Pourquoi ? Parce que ce sont les Wagner qui avaient pris cette zone, puis qui s'étaient retirés, qui l'avaient passé à une autre unité. Et là, il n'y a pas le rideau de mine de défense anti-char est là. Et là, on voit que les Ukrainiens progressent plus qu'ailleurs. Donc, il faut être attentif à cette zone. Alors, vous avez
un petit peu répondu, mais comme moi, en tout cas, et les gens qui nous écoutent, on est un peu des profanes dans ces affaires-là, je voudrais qu'on revienne sur l'affaire des obus à sous-munitions qui ont été fournis par les Américains. Alors, ça a révulsé l'opinion publique internationale parce que ce sont des armes absolument monstrueuses, mais les Américains, comme les Russes et les Chinois d'ailleurs, n'ont pas signé l'accord international interdisant l'utilisation de ces armes, contrairement aux Anglais ou aux Français ou aux Allemands. Enfin, le fait est que ce sont des obus qui ont été livrés déjà par les Américains, mais qui n'ont pas encore été utilisés par les Ukrainiens. Et donc, je voudrais que vous nous disiez comment on peut vraiment utiliser ces armes. Parce que le drame de ces armes, c'est qu'elles laissent des munitions partout et qui peuvent péter dans 20 ans sous les pieds des civils. Ouais, alors donc, c'est impraticable, ces machins-là. Juste une remarque, vous dites que les armes sont monstrueuses. La guerre est monstrueuse, oui, rappelez. Oui, mais donc, quand même, là, il y a eu un accord pour ne pas utiliser ces armes. Pour ne pas utiliser ces armes parce que lorsqu'elles explosent, mettons 60 grenades tombent et peut-être 40 explosent et il en reste 20. Restent. Alors, les Ukrainiens, lorsqu'ils ont reçu cette dotation par les Américains, ont établi une liste des points sur lesquels ils seraient très attentifs. Premier point, pas d'utilisation dans les zones urbaines, dans les zones habitées. Okay. Deuxième point, utilisation, pas exclusive, mais prioritaire sur les zones minées. Donc c'est bien pour ça qu'ils les utilisent. Troisième point, établissement de la cartographie de l'utilisation pour aider au déminage. Parce que très honnêtement, après la guerre, le déminage va être un problème majeur. Oui. Et pas seulement à cause de ces sous-munitions, à cause aussi des munitions qui sont mises en place par les Russes de façon importante. Et je rappelle que les sous-munitions en question ont été utilisées par les Russes depuis le début de la guerre. Oui. Donc, j'allais dire, c'est un moindre mal. Alors, comme disait Madame Arène, le moindre mal, c'est toujours le mal. Il faut s'en souvenir. Mais ceci étant, aujourd'hui, il y a un problème de munitions à fournir aux Ukrainiens pour remplir leurs objectifs de l'offensive. Nous n'arrivons pas à fournir assez d'obus de 155. Il se trouve que les États-Unis ont 2 millions de ces obus en stock et ils vont les livrer. C'est un moindre mal, ça reste un mal, mais il faut prendre les mesures édictées par les Ukrainiens pour essayer de limiter au maximum leurs effets ultérieurs sur les populations civiles, parce qu'il faudra de toute façon déminer toute cette zone avec ces sous-munitions et les mines qui sont mises en place par les Russes. Est-ce qu'il ne vous semble pas, Dominique Trinquant, vous avez parlé de 3 points d'attaque là actuellement des Ukrainiens, donc Donetsk, Bakhmout et Zaporijjia, que les Ukrainiens auraient pu s'abstenir sur Zaporijjia vu le risque nucléaire très local, parce qu'il y a quand même la plus grosse centrale atomique d'Europe qui est là. Donc ils auraient peut-être pu épargner cette zone-là et faire la guerre ailleurs. Alors, je rappelle simplement qu'on parle de la zone de Zaporijjia. Ouais. L'offensive n'a pas lieu là où a lieu la centrale. Elle n'est pas loin. Premier point. Deuxième point, la centrale de Zaporijjia. Alors, dès qu'on parle nucléaire en France, tout le monde s'imagine que c'est le cataclysme nucléaire. Tchernobyl. Tchernobyl. Bon, la centrale de Zaporijjia n'a rien à voir avec Tchernobyl. Et donc, les mesures qui sont prises actuellement, les systèmes étant arrêtés, limitent beaucoup les dégâts. Mais le problème, c'est qu'il faut trouver des zones dans lesquelles vous pouvez attaquer et la défense est relativement faible. Or là, on n'était pas loin du Dniepr, et donc c'était une zone qui pouvait être utilisée par les Ukrainiens. Et je le répète encore une fois, la zone de Zaporijjia est agitée par les Russes en particulier comme un épouvantail pour nous montrer que la guerre est épouvantable et que ce sont les Ukrainiens qui... je rappelle que ce sont les Russes qui ont pris cette centrale qui est ukrainienne. Absolument. Faut le rappeler. Monsieur Trinquant, Wagner n'est plus opérationnel sur le terrain. Tous les mercenaires sont partis, soit sont rentrés chez eux, soit sont en Biélorussie. Je ne sais pas exactement où ils sont, mais enfin, le fait est qu'ils ne font plus la guerre en Ukraine. Pour le moment, on ne voit pas la différence. C'est-à-dire qu'on les a présentés comme étant le fer de lance de la puissance russe et que sans eux, tout allait s'effondrer. Apparemment, non. Alors, on l'a présenté pourquoi ? Parce que M. Prigojine est très fort. Comme ça. Et puis, M. Prigojine est très fort en communication. Ouais. Donc, il montrait en permanence ses forces, mais elles étaient où ? À un endroit, à Bakhmout. À Bakhmout. Ils ont pris Bakhmout. Dès qu'ils ont pris Bakhmout, ils sont partis. Et aujourd'hui, les Ukrainiens sont en train de reconquérir Bakhmout. Donc, on voit la différence quand même, d'une certaine façon. Bon. Ensuite, sur l'affaire de Wagner,
il y a plusieurs volets dans Wagner. Il y a les contrats de nourriture, etc., qui ont été arrêtés du jour au lendemain. La communication qui a été arrêtée également. Il n'a plus accès à la communication. Et maintenant, il y a les soldats de Wagner. Alors, les soldats de Wagner, on leur a donné 3 options. Vous rejoignez l'armée russe, vous repartez dans vos foyers, vous rejoignez la Biélorussie. Alors, ceux qui rejoignent l'armée russe, on ne le sait pas. C'est peut-être qu'il y en a, on ne sait pas. Ceux qui rejoignent dans leur foyer, on ne nous envoie pas des messages disant qu'ils sont retournés voir leur famille. Donc, les seuls qu'on voit actuellement, ce sont ceux qui ont rejoint la Biélorussie, un petit nombre de 150, qui sont devenus instructeurs de l'armée biélorussie et peut-être garde prétorienne pour M. Loukachenko, qui a peut-être des soucis à se faire sur son avenir. Le dernier volet dont on ne parle pas, parce que ce n'est pas sur le même continent, c'est l'Afrique. C'est Wagner en Afrique. Ils sont toujours là-bas. Ils y sont toujours. En République centrafricaine, il y en a à peu près 500 qui sont partis. Au Mali, ils sont restés. Le ministre Lavrov a bien insisté auprès des Africains en disant « Vous inquiétez pas, on va rester ». Mais quand même, les gouvernements africains peuvent se poser des questions, parce que ça veut dire que ces soldats de Wagner doivent signer un engagement dans l'armée russe. Deuxièmement, il va falloir réorganiser un peu le système. Et comme vous le savez, ce système est payé sur la bête, si j'ose dire. En Centrafrique, par les mines de diamants, oui. Au Mali, par les mines d'or. Or, les informations que j'ai, c'est que les mines d'or, pour l'instant, ils n'ont pas réussi à avoir l'exploitation des mines d'or. Et donc, le gouvernement malien n'est plus en mesure de les financer. Et puis, dernier point, je rappelle que tout ceci a été fait pour pousser les djihadistes hors du Mali. Or, c'est l'inverse qui se passe. Ils sont aux portes de Bamako. Donc, on va voir dans les mois qui viennent ce qui se passe de la solidité du dispositif russe en Afrique, qui est extrêmement important pour nous déstabiliser, et de quelle façon la stabilité va pouvoir revenir dans ces pays-là. Au Mali, c'est très inquiétant avec le départ de la MINUSMA, le départ de Barkhane. Finalement, il reste la junte, qui vient de faire des changements d'ailleurs, qui n'ont pas été beaucoup acceptés au sein de la junte, oui. Et avec des Wagner, une garde prétorienne qui ne combat pas les djihadistes et qui défend un peu Bamako, mais on verra jusqu'où ça ira. J'aimerais bien avoir votre sentiment pour conclure, Dominique Trinquant. Au point où nous en sommes de ce conflit, presque d'un autre âge, je dirais, ça fait quand même 17 mois. 17 mois. Comment vous voyez les choses évoluer dans les prochains mois, sachant que la guerre de position dans l'est de l'Ukraine, bon, ça bouge un petit peu, ils prennent 300 mètres, ils reculent de 200, etc., etc. Alors, chaque jour, il y a des nouveaux événements qui se rajoutent, on bombarde ici, le pont, ok. Comment ça peut évoluer à court terme ? Vu que, sachant qu'il n'y aura pas forcément de livraison militaire aux Ukrainiens très nouvelle. On attend les F-16, certes. Oui, mais ok. L'automne. Voilà. Alors, le court terme, pour moi, si vous voulez, c'est l'été. L'été, pourquoi ? Jusque fin septembre, quoi. Jusqu'à fin septembre. Ouais. Ça veut dire avant que l'automne et les pluies n'arrivent, la Rasputitsa qui empêchera les offensives. Donc, les Ukrainiens, c'est simple. Pendant cet été, ils doivent faire une percée. Alors, faire une percée, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce que vous décrivez comme du grignotage à 3... Je répète, il y a 3 axes. Ouais. Si sur un de ces axes, ils arrivent à passer le premier et le deuxième rideau défensif, ils engagent leurs réserves et ils cassent la défense russe. À ce moment-là, jusqu'où ça peut aller, je ne peux pas le dire. Je rappelle le grand poème de Victor Hugo sur Waterloo, « D'un seul coup, la victoire changea de camp ». Et oui, c'est comme ça que ça peut se passer, d'un seul coup. Et d'un seul coup, la panique peut s'emparer. D'autant que les purges actuelles des généraux au sein peuvent ajouter au questionnement des soldats sur le terrain. Donc, si les Ukrainiens, pendant l'été, arrivent à faire cette percée, et pourquoi pas arriver à la mer d'Azov, ça va changer radicalement les choses. Et ces changements radicaux, ça peut aller jusqu'au niveau du Kremlin. Aujourd'hui, on a les informations sur le fait qu'autour du Kremlin, il y a des gens qui disent, quand même, le père Poutine, il nous a engagés dans un truc un peu compliqué, on perd beaucoup d'argent, et on perd notre situation. Et donc, il faudrait le remplacer par quelqu'un qui est capable de négocier, parce que Poutine n'est pas capable de négocier. Lui, non. Il s'est mis dans un couloir et il n'arrivera pas à en sortir. Donc, c'est ça. Mais, encore une fois, ce que je dis, ça n'est pas la boule de cristal, c'est un espoir, c'est une possibilité. Si ça ne se passe pas, à ce moment-là, il y a effectivement ce qu'on appelle un conflit gelé. La Russie adore les conflits gelés. Il y en a partout, en Géorgie, Transnistrie. Et donc, là, ça veut dire prochain coup.
Et là, je vois des Européens comme les Polonais, les Baltes, qui vont, avec les Ukrainiens, dire on ne peut pas accepter ça. Et pour l'année prochaine, ça nous réserve des éléments plutôt noirs. Bon, bah vous reviendrez alors. Bah, écoutez, forcément. Je suis ravi de décrypter pour les gens. Maintenant, j'aimerais bien que ça se termine. Oui, nous aussi, pour tout vous dire. Ouais. Dominique Trinquant, le général Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire française auprès des Nations Unies sur LCI ce matin, comme bien souvent auparavant et bien souvent prochainement. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très très bonne journée, monsieur Trinquant. Il est exactement 8h50, autrement dit 9h moins 10. Moi, je serai là demain à 5h57 avec toute l'équipe de la matinale. Dans une poignée de minutes, le 9-12 sur LCI avec Anne Seften.